Bonjour, aujourd'hui nous continuons la présentation des contemplations de Victor Hugo et nous sommes arrivés au grand 2 petit b que nous allons intituler Hugo, un poète romantique. Vous voyez sur l'écran que je vais reprendre avec vous quelques bases concernant le romantisme. Alors la première idée d'abord, c'est celle qu'on a vue dans la frise chronologique, où on a situé le romantisme dans la première moitié du XIXe siècle. On a aussi l'habitude d'appeler les romantiques, ou certains d'entre eux en tous les cas, la génération de 1830, puisque ce sont des artistes, des écrivains qui, vers 1830, commencent à se faire connaître. Et vous vous rappelez, 1830, c'est aussi la date de la fameuse bataille d'Hernani au théâtre. Ce scandale autour de la naissance du drame romantique et d'une œuvre présentée par Victor Hugo à la Comédie Française. Et évidemment, autour de cet événement, eh bien, toute une génération se rassemble, et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la génération de 1830. Les auteurs du romantisme touchent différents genres littéraires et donc correspondent à nos différents objets d'étude. Nous pouvons citer Chateaubriand avec le titre de son œuvre autobiographique Les Mémoires d'outre-tombe et que nous classerons dans la littérature d'idées. Nous verrons que pour Victor Hugo, Chateaubriand est une sorte de modèle. Et dans sa jeunesse, il a, pour montrer son ambition, dit cette phrase célèbre « Je serai Chateaubriand ou rien ». Deuxième genre littéraire et donc deuxième objet d'étude que l'on voit dans le romantisme, c'est bien évidemment la poésie. Et un des exemples les plus célèbres est Lamartine avec un de ses recueils qui s'appelle les Méditations poétiques. Troisième objet d'étude et troisième genre littéraire qui est développé par le romantisme, c'est le théâtre, et on peut citer un auteur qui s'appelle Musset, Alfred de Musset, et qui a écrit la pièce Les Caprices de Marianne. Alors on sait l'importance, évidemment, pour Victor Hugo, du théâtre. Et enfin, concernant les romans, eh bien, on peut citer évidemment ce roman très célèbre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Si on se rapporte à la biographie qu'on a vue précédemment de Victor Hugo, vous voyez que Victor Hugo s'est exprimé dans les 4 genres que l'on vient de citer. À la base du romantisme, il y a la volonté chez les auteurs de valoriser le moi, le je. Et en valorisant le je, on ne veut pas montrer une personnalité molle, mais au contraire une personnalité bouillonnante. Et c'est pourquoi on peut dire que le romantisme valorise les passions extrêmes. Et parmi ces passions, celles qui reviennent souvent sont la passion de la solitude, la volonté de se retrouver en soi-même, et l'autre passion, c'est bien évidemment l'amour. Deux éléments qui sont des sentiments très romantiques et aussi des sentiments très poétiques. Lorsque le poète se retrouve dans la solitude, eh bien, le plus souvent, il va se réfugier dans la nature. Les romantiques sont des héritiers de Victor Hugo, de Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau est le premier dans la littérature française à avoir insisté sur l'importance de la nature comme refuge de l'âme. Et les auteurs romantiques, évidemment, vont être ses héritiers. Et
lorsqu'il se réfugie dans la nature, eh bien, il ne voit pas tellement la nature à travers ses particularités entre guillemets naturelles, mais parce que pour eux, elle représente une sorte de miroir des sentiments qu'ils éprouvent au plus profond d'eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'ils sont tourmentés, eh bien, la nature elle-même va se présenter sous des dehors tourmentés, avec de la tempête, des ouragans, une mer déchaînée. En revanche, lorsqu'ils seront tournés vers la sérénité, eh bien, c'est un paysage beaucoup plus calme qui sera représenté dans leurs œuvres. Les romantiques ont une relation très complexe avec la société. Au début du XIXe siècle, on assiste politiquement au développement de l'empire de Napoléon Ier, et cela en gros jusqu'à 1815, et pour les jeunes générations du XIXe siècle, Napoléon Ier est une sorte d'idéal qui représente à lui seul l'héroïsme, la gloire, la liberté, mais aussi l'individualisme. Et donc, ces jeunes gens se projettent dans ce personnage extraordinaire, quelquefois d'ailleurs en oubliant les défauts. Et à partir de 1815, et donc de la disparition de la scène politique de Napoléon Ier, eh bien, ces jeunes gens sont en quelque sorte orphelins de ce personnage et de toutes les qualités qu'ils admiraient. Et ils pensent qu'ils sont rentrés dans une nouvelle ère, qui est une ère, justement, où l'on a perdu ses idéaux. Et qu'est-ce qui vient remplacer Napoléon Ier? Eh bien, des valeurs qui sont celles de la bourgeoisie qui s'est installée au pouvoir. Même si les rois ont repris politiquement le pouvoir, derrière eux, c'est bien la bourgeoisie qui a le pouvoir, et c'est donc synonyme du pouvoir de l'argent. Donc, c'est une société qui pense à l'argent, c'est une société matérialiste qui voit le succès, qui recherche le confort. Et donc, ces valeurs de la bourgeoisie sont évidemment l'inverse des valeurs de la gloire, de la liberté, de l'héroïsme que représentait Napoléon Ier. D'autant plus que ces gens qui sont au pouvoir appartiennent aux vieilles générations. Et donc, il y a en quelque sorte un conflit générationnel, et les romantiques représentent, eux, la jeunesse par rapport à cette bourgeoisie qui représente plutôt la maturité. À partir de là, les écrivains, et plus généralement les artistes, se sentent isolés dans cette société, incompris. Et certains d'entre eux mènent une vie particulièrement difficile socialement, avec des problèmes d'argent considérables. Ils mènent ce qu'on appelle une vie de bohème. Et leurs œuvres sont méprisées par la bourgeoisie au pouvoir. Malgré tout cela, on observe, quand on regarde les différents auteurs qui appartiennent au mouvement romantique, qu'un grand nombre d'entre eux a cherché à s'engager. Chateaubriand, qui est devenu un homme politique considérable et qui a parlé de son action politique précisément dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Lamartine, qui a été un député très populaire et qui lui-même s'est présenté aux premières élections présidentielles, même s'il a échoué. Alexandre Dumas, qui travaillait d'arrache-pied pour défendre les peuples opprimés en Europe, et en particulier pour défendre les Grecs contre les Turcs. Et Victor Hugo lui-même, qui était un homme politiquement très engagé.